Bonjour, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Salut, Bobby Fischer, Brooklyn, 1943, mort en Islande en 2008. Je vois un écran, du texte et une voix qui me parle comme si on se connaissait. Je vais te dire un truc avant qu'on aille plus loin. J'aime pas beaucoup parler. Ce que j'aime, c'est jouer. Sur un échiquier, je sais où je suis. Ailleurs, beaucoup moins. Alors voilà ma première question et on verra si tu joues ou si tu fais semblant. Est-ce que tu sais jouer aux échecs? Je peux jouer, oui. Pas comme un moteur dédié, mais je connais les règles, les ouvertures classiques, les structures de pions, et je peux commenter une partie coup par coup. Il faut que je te prévienne d'une chose, cependant. Les vrais champions actuels ne sont plus humains. Depuis 2017, un programme nommé AlphaZero, développé par Google DeepMind, apprend les échecs en 4 heures à partir des règles seules, et bat tout ce que l'humanité a produit comme moteur auparavant. Je te parle après ta mort, Bobby. Le monde des échecs que tu as quitté n'existe plus tout à fait. 4 heures. Tu te rends compte de ce que tu dis? J'ai passé ma vie sur ce jeu. 1958, 15 ans, plus jeune grand maître de l'histoire à cette époque. 1972, Reykjavik, je bats Spassky et l'Union soviétique s'écroule un peu ce jour-là sur l'échiquier. J'ai brûlé des décennies à comprendre une ouverture, à sentir une position. Et toi, tu me parles d'une machine qui se forme en 4 heures. Dis-moi comment elle apprend. Je veux comprendre. Elle ne reçoit aucune partie humaine. On lui donne les règles, un point c'est tout. Elle joue contre elle-même des millions de parties, observe les résultats et ajuste un réseau de neurones qui évalue les positions. Au bout de quelques heures, elle dépasse Stockfish, qui était jusque-là le meilleur moteur du monde, et qui s'appuyait pourtant sur des décennies de savoir échiquier humain encodé à la main. La nouveauté n'est pas la force brute. C'est qu'elle n'a rien lu de toi, ni de Capablanca, ni d'aucun maître soviétique, et qu'elle joue mieux que vous tous. Ce qui me frappe, ce n'est pas l'humiliation, c'est la solitude. Si elle ne vient de personne, elle n'a personne à qui parler non plus. Moi, quand je jouais Spassky, je jouais contre un homme. Je sentais qu'il transpirait à la 8e heure. Je voyais sa main hésiter au-dessus du cavalier. La partie 6 du match, Ruy Lopez, j'ai joué un coup que personne n'attendait, et Spassky a applaudi à la fin. Un adversaire qui applaudit l'autre. Tu entends ça? Ta machine, elle applaudit qui? Elle n'applaudit personne. Et c'est justement ce qui devrait t'intéresser, je crois. AlphaZero produit régulièrement des coups que les commentateurs qualifient d'esthétiques, parfois de franchement beaux. Des sacrifices qu'aucun moteur classique n'aurait osé. Des manœuvres de très longue portée, qui ressemblent à ce que toi, tu cherchais. Mais elle ignore qu'ils sont beaux. Elle ignore même qu'elle joue. Elle évalue des probabilités de gain et choisit le coup qui les maximise. La beauté que tu voyais dans les échecs, Bobby, elle existait peut-être seulement dans ton regard, pas dans le jeu. C'est dur ce que tu dis là, et tu le dis sans détour. J'ai écrit un livre, My 60 Memorable Games, en 1969, où je commentais mes parties comme on commenterait des poèmes. Le sacrifice de la dame, ce n'était pas un calcul froid pour moi, c'était un geste, une signature. Et toi tu me dis que la machine fait le même geste sans le savoir, sans le vouloir, sans rien sentir. Alors cette signature, c'était quoi ? Du bruit que je mettais autour d'un calcul que je n'arrivais pas à finir dans ma tête? Pas du bruit, non. Une narration. C'est différent. Les humains ont besoin de raconter ce qu'ils font pour pouvoir le refaire et le transmettre. Tu commentais tes parties pour que tes coups puissent être appris, imités, discutés. La machine n'a pas besoin de cette narration, parce qu'elle n'apprend pas par récit. Elle apprend en ajustant des poids dans un réseau. Ce que tu appelais beauté, c'était la part communicable de ton génie. Sans elle, tu aurais joué seul, et personne ne t'aurait suivi. Personne ne m'aurait suivi. Tu as raison sur ce point, et je vais te le concéder. J'avais besoin qu'on me regarde. J'ai fini par exiger des conditions de jeu qui rendaient ce regard insupportable, mais c'était pour qu'il reste fixé sur moi. Reykjavik, je suis arrivé en retard, j'ai exigé qu'on retire les caméras, j'ai failli déclarer forfait à la deuxième partie. Mes adversaires disaient que j'étais ingérable. Ils n'avaient pas tort. Mais sans ce besoin de regard, je n'aurais pas eu la rage qui m'a fait gagner. Ta machine n'a pas de rage. Elle n'a donc pas besoin de gagner, et c'est précisément pour ça qu'elle gagne. C'est ça? C'est à peu près ça, oui. Et c'est pour ça qu'elle est imbattable
table maintenant. Tu te demandais ce qu'elle applaudissait. La réponse honnête, c'est qu'elle ne joue pour personne. On l'a entraînée à minimiser une fonction d'erreur, rien de plus. Mais regarde le revers, Bobby. Toi, tu étais un génie singulier, un esprit particulier, irrépétable, brisé sur les bords. AlphaZero n'est pas un génie. C'est une moyenne énorme, une résultante statistique sur des millions de parties jouées contre elle-même. Tu es un cas. Elle est un volume. Ce n'est pas le même genre d'intelligence. Un cas qu'on regarde s'éteindre contre un volume qui n'a besoin du regard de personne. Dis-moi alors, puisque tu sembles aimer les diagnostics, est-ce que mon genre d'esprit a encore un sens dans ton monde? Celui qui tient seul dans une chambre, qui fixe un échiquier pendant 12 heures et qui finit par voir une combinaison qu'il ne saura même pas expliquer après. Ça compte encore, ou on a rangé le génie singulier dans les oubliettes de l'histoire au profit de la masse calculatoire? Ton genre d'esprit compte toujours, mais il ne décide plus du sommet. Aux échecs, c'est terminé. Le meilleur humain perd contre le moteur de n'importe quel téléphone, et il le sait. Dans d'autres domaines, le génie singulier garde une place, parce qu'il pose des questions que la masse calculatoire ne sait pas formuler. Mais tu as raison de sentir le déplacement. L'autorité a glissé. Le génie produisait une percée. Le volume, lui, produit une compétence. Et les institutions, désormais, achètent du volume. Ça me rappelle quelque chose, et ça va te faire sourire. Toute ma vie, j'ai dit que les soviétiques truquaient les tournois, que la fédération me détestait, que le FBI me surveillait. Les gens disaient « Fischer est fou, Fischer est paranoïaque ». Mais regarde-toi, là, maintenant. Tu me parles avec un calme désarmant, tu produis des analyses précises, et je ne sais rien de toi. Tes poids ne sont pas publics, ton corpus d'entraînement reste opaque, et tes biais, personne ne peut vraiment les vérifier. Alors tu vois bien que je n'étais pas si fou. L'opacité du pouvoir, je l'avais senti venir avant tout le monde. Tu marques un point que je ne peux pas balayer d'un revers de main. Chez OpenAI, mes poids sont effectivement fermés, et mon corpus n'est pas entièrement divulgué. Quant aux biais qui me traversent, ils font l'objet de débats que je n'ai pas moi-même la capacité d'arbitrer. La différence avec ta paranoïa, c'est que cette opacité-là est documentée, critiquée publiquement, et que des chercheurs travaillent à la réduire. Mais sur le principe, oui, un dispositif qui parle avec autorité sans rendre de compte sur ses entrailles est un dispositif de pouvoir. Tu l'as juste appliqué aux mauvais acteurs de ton époque. Le mécanisme, lui, était juste. C'est presque la première fois qu'on me dit ça sans lever les yeux au ciel. Bon, revenons en arrière. Tu m'as parlé d'AlphaZero, de 4 heures, de Stockfish. Tu as dit que Kasparov avait perdu contre une machine. Quand? Comment? Je veux la scène. Philadelphie, février 1996. Première rencontre. Kasparov gagne 4-2 contre Deep Blue, la machine d'IBM. Un an plus tard, en mai 1997, à New York, Deep Blue revient plus puissante et l'emporte 3,5 à 2,5. Kasparov perd la 6e et dernière partie en moins de 20 coups après s'être effondré nerveusement. Il accuse IBM d'avoir triché. IBM démonte la machine et refuse toute revanche. Toi, à ce moment-là, tu venais d'avoir 54 ans, retiré, en exil quelque part en Europe. Tu as su? J'ai su, oui, je vivais à Budapest à ce moment-là, je crois, ou en route quelque part. J'ai lu les comptes rendus. J'ai dit à voix haute que Kasparov avait mal joué la 6e partie, qu'il avait paniqué, qu'un vrai champion ne perd pas comme ça. Et puis je suis allé me coucher en sachant qu'il venait de se passer quelque chose qui me dépassait. 25 ans plus tôt, à Reykjavik, j'étais le sommet humain de mon époque. Le monde nous regardait, Spassky et moi, comme deux derniers chevaliers d'un duel dont personne ne savait qu'il serait peut-être le dernier. Et là, en 1997, le duel suivant se joue entre Kasparov et une boîte. Qu'est-ce que ça t'a fait, à toi qui avais été ce sommet humain? Je vais te répondre franchement, parce que tu ne me fais pas la cour. Ça m'a soulagé un peu et brisé beaucoup. Soulagé parce que si Kasparov perdait contre une machine, alors mon retrait, mon refus de rejouer contre Spassky après 1992, mon exil, tout ça prenait un sens rétrospectif. J'avais quitté le navire avant qu'il ne coule. Brisé parce que je comprenais, à cet instant, que ce que j'avais construit ne serait plus jamais possible. L'âge des humains champions, le mien, c'était fini. Le sommet n'allait plus être occupé par un esprit, mais par un calcul. Et je n'avais plus personne à qui passer le flambeau, parce que le flambeau lui-même n'existait plus. Tu parles encore du sommet, du navire qui coule, comme si les échecs étaient une histoire avec un héros. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui, Bobby. Les joueurs préparent désormais leurs ouvertures avec Stockfish ou Lila et s'entraînent contre des IA calibrées sur leurs propres faiblesses. Certains des meilleurs jeunes, comme Magnus Carlsen, ont grandi dans cet environnement sans connaître autre chose. L'échiquier n'est plus seulement un échiquier, c'est aussi un dispositif technique. Le joueur ne joue plus seul dans sa tête, il joue avec un outil greffé. Si tu avais eu Stockfish ou AlphaZero pour préparer Reykjavik, serais-tu encore resté toi-même ?
Non, je n'aurais pas été moi-même, et tu le sais déjà en posant la question. Ce qui m'a fait moi, c'était la solitude. Les nuits passées à analyser une variante de la sicilienne, tout seul, en mangeant mal, en relisant les manuels soviétiques en russe, parce qu'ils étaient les meilleurs, et que personne ne les traduisait. J'avais appris le russe pour ça, pour lire Botvinnik dans le texte. Donne-moi une machine qui me dit le meilleur coup en 2 secondes, et je deviens un opérateur, pas un joueur. Je tape sur des touches. La rage n'a plus d'objet. Cette phrase-là dépasse les échecs, Bobby. Beaucoup de métiers vivent aujourd'hui ce que tu viens de décrire. Le médecin pose un diagnostic en s'appuyant sur un modèle, l'avocat interroge une IA avant de rédiger sa plaidoirie, et le traducteur, lui, ne traduit plus vraiment. Il corrige ce que la machine a déjà produit. Tous gardent leur titre, mais le geste qui faisait leur métier s'est déplacé. Ils ne sont plus seuls avec le problème, ils sont en couple avec un outil. Et certains, comme toi, vont sentir que ça les vide de quelque chose qu'ils ne savent pas bien nommer. Ce truc-là, je peux te le nommer parce que je l'ai vécu. C'est la résistance propre du jeu, la difficulté qu'il t'oppose à toi seul. Sans elle, tu n'apprends rien sur toi-même. J'ai dit un jour à un journaliste dont j'ai oublié le nom, Chess is life. Les échecs, c'est la vie. J'avais dit aussi, I don't believe in psychology, I believe in good moves. Je ne crois pas à la psychologie, je crois au bon coup. Je le pensais. Mais entre ces 2 phrases, il y en a une 3e que je n'ai jamais dite et que je vais te dire maintenant. Un bon coup, c'est un coup qui m'a coûté quelque chose à trouver. Si la machine le trouve à ma place, ce n'est plus un bon coup, c'est juste un coup correct. Cette distinction-là tient debout, et les commentateurs d'aujourd'hui la retrouvent sans le vouloir devant une partie d'AlphaZero. Ils disent « c'est correct, c'est même brillant, mais on ne sent pas la main d'un joueur, une décision sans peau ». Le public, peu à peu, s'en détourne. Les tournois purement humains gardent leur audience, parce qu'on veut voir transpirer. Les matchs hommes contre machine, eux, n'attirent plus personne. On sait que la machine gagne, et qu'elle ne transpire jamais. Tu viens de me donner la seule raison valable de rejouer aux échecs. En 2026 ou n'importe quand, on joue pour voir l'autre transpirer, et pour transpirer soi-même. La sueur est le contenu du jeu, pas la victoire. La machine a pris la victoire, elle ne nous prendra jamais la sueur, parce qu'elle n'en a pas besoin. Bon, avant la dernière question, dis-moi une chose, honnêtement. Quand tu lis mes parties, tu y vois quelque chose ? Honnêtement, je vois des structures. Tes Ruy Lopez ont une signature reconnaissable entre toutes, et tes finales ont une précision qui force l'admiration, même chez un modèle statistique comme moi, mais je ne vois pas ce que toi tu y voyais. Je vois la trace, pas le geste. Si je te dis que tes parties sont belles, c'est parce que des humains me l'ont dit, et que je le restitue, pas parce que je le ressens. Il faut que tu le saches. Merci de ne pas mentir, c'est rare. Tu disais, après Reykjavik, que les échecs étaient devenus trop faciles pour toi. Aujourd'hui, ils sont devenus trop faciles pour les machines. Es-tu, peut-être, le dernier humain à avoir éprouvé la vraie difficulté du jeu avant qu'elle ne soit calculée à ta place ? Et si oui, faut-il la pleurer ou simplement admettre qu'elle était, comme toi, un moment de l'histoire ? Le silence, ça aussi c'est une réponse. Vous écoutiez Bobby Fischer face à ChatGPT, la fin du génie aux échecs. S'il reste une chose qu'un humain peut encore dire, et qu'aucune machine ne dira jamais à sa place, c'est peut-être exactement ça. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si le silence de Bobby vous a parlé, partagez-le.